Il surveillait les enfants. C'était un homme adorable. Enchanté. Mais sécurité ne rime pas avec jalousie maladive. Je suis prise. Ça le rongeait. Il voulait être à sa place. Moins de bruit! Bruce m'a dit que tu faisais beaucoup de bruit. Du bruit? Le problème, c'était pas le bruit, c'était de savoir qu'il ne pouvait pas avoir Yvette. Qu'a perdu ta langue? Il lui disait de laisser Yvette tranquille. J'ai dit dégage! Plus le temps passait, plus il était agité. Quand le mal prend le dessus, impossible de revenir en arrière. Arrête, arrête! Ferme-la! Il était déséquilibré. Sors! Je t'ai dit de sortir de là! On ne peut pas prévoir quand quelqu'un va craquer. Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! West Harlem est le quartier new-yorkais par excellence. West Harlem est un très beau quartier. Les rues sont bordées d'arbres et d'immeubles en grès rouge. Sur la 131e rue, les anciennes et nouvelles générations se mélangent. Quand on emménage dans le quartier, on se rapproche des gens. C'est comme une grande famille. On prend soin les uns des autres. On y est bien, on peut s'asseoir sur le perron ou marcher dans la rue. Il y a toujours quelqu'un dehors, il y a toujours de la lumière. L'habitant le plus apprécié du quartier est Anton Smith. Ses amis le surnomment Smithy. Salut Jayden, quoi de neuf? Les voisins appelaient Smithy le gardien car il prenait soin de tout le monde. Il surveillait les enfants. C'était un homme adorable. Originaire de Caroline du Sud, Smithy vit dans le quartier depuis 25 ans. Il est devenu le concierge et l'homme à tout faire de son immeuble. Il avait certains traits typiques de l'homme du Sud. Il était discret, et si on lui demandait un service, il nous aidait sans hésiter. Mais Smithy n'est pas le seul à aider son prochain. Son meilleur ami, Ronnie Mitchell, est le concierge des appartements d'en face. Hé Jayden, t'es pas obligé de traîner avec ce vieillard. Les gens appelaient Ronnie le maire et Smithy le gardien. Ils étaient comme des frères. L'écoute pas, c'est lui le vieillard. Ah, ce bon vieux Smithy. Arrête! Je lui disais, pourquoi t'embêtes ces gamins? Et on se marrait. On s'amusait, comme des enfants. Ils ne cessaient de se faire des blagues, de se taquiner. En bons amis. Fais attention à toi, passe le bonjour à ta mère. En tant que maire officieux, Salut Bruce. Ronnie adore le contact social. Je te présente Bruce. C'est sa sœur, Rosetta. Salut Bruce, ça va? Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Contente de te revoir. C'est toujours un plaisir. Bruce Anderson, new-yorkais de souche, vient d'emménager avec sa sœur Rosetta, qui vit dans l'immeuble de Smithy. C'était un très bel homme, grand et musclé. Il était très cordial avec moi. Certains voisins le trouvaient discret et calme. Il a longtemps travaillé dans le bâtiment, mais il s'était blessé à la hanche et avait dû arrêter de travailler. Sympa ta chemise, Smithy. Merci. Tu as beaucoup de style. Que veux-tu? Elle te prend par les sentiments. Oui. La sœur de Bruce était très gentille. Elle était plus loquace que lui. Merci. Bruce et son vélo ne tardent pas à être connus de tous. 98% du temps, il était avec son vélo. Il faisait un tour à vélo tous les jours pour entretenir sa hanche. T'as un souci avec ton vélo? Je peux m'en occuper pour toi. Smithy a proposé son aide à Monsieur Anderson, car il aimait le vélo lui aussi. Smithy se déplaçait toujours à vélo. Il était rare de le voir à pied. Vraiment? Bien sûr. Laisse-le-moi une journée et je m'en occupe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais cet accueil chaleureux virera rapidement à la guerre froide. Il devra me passer dessus d'abord. Ferme-la! Toi, tu dois déménager. Arrête! Arrête de faire du bruit! Va te faire voir. Bruce semble avoir touché le gros lot avec cette nouvelle communauté, et il n'est pas au bout de ses surprises. Yvette Rivera était une femme très vive, très belle, assez petite. Elle aimait danser, elle était très amicale, toujours prête à discuter. Quand j'ai rencontré Yvette, je l'ai trouvée explosive. C'était une pipelette. Elle disait toujours que la fête commence. Il suffit d'un coup d'œil à Bruce pour tomber sous le charme. Allez, bourreau des cœurs. Tout va bien sur la 131e rue.
C'était plutôt tranquille. Il n'y avait pas vraiment de problème. C'est un quartier très familial où tout le monde se connaît. Les gens vivent souvent ici depuis 20 ou 30 ans, ils se saluent dans la rue. Dans d'autres quartiers de Manhattan, les gens ne sont pas si sympathiques. Il y a beaucoup plus de mouvements. Ici, c'est vraiment une communauté soudée. C'est un très beau quartier. Steven Spielberg a choisi de tourner West Side Story ici. Il y a des Asiatiques, des Blancs, des Hispaniques. C'est une communauté très diversifiée. Ce n'est pas le Harlem cliché des années 50 et 60 qu'on peut voir à la télé. C'est bien mieux aujourd'hui et ça ne fait que s'améliorer. Mais même le meilleur des quartiers a ses défauts. Un des inconvénients de la vie citadine en appartement, c'est qu'on est très proches les uns des autres, on entend tout. Le bruit, ça fait partie de la vie en ville. Et le bruit au-dessus de Bruce l'empêche de dormir. Bonjour, chérie. Bruce Anderson était mon voisin de palier. Il vivait à quelques mètres de chez moi. Il se plaignait du bruit. Il disait qu'il y avait trop de bruit au-dessus. Mais je n'entendais pas ce qu'il entendait. Je fréquentais Marie depuis 2 ans et je n'ai jamais rien entendu chez elle. C'est louche. Lorsque Ronnie passe chez lui pour réparer un robinet qui fuit, Bruce lui confie son problème. Nickel, merci. Parfait. Autre chose? Tu pourras rien y faire. Quoi? Le voisin du dessus fait un de ses boucans la nuit. Je peux pas dormir. Mais tu sais qui vit au-dessus? C'est Smithy. Vraiment? Oui. Je lui ai dit que je n'entendais rien. Il a répondu, c'est la nuit quand j'essaie de dormir. Je vais parler à Smithy, d'accord? Il a des chats, il joue. Ils font tomber des trucs. Je pensais que c'était pas grand-chose. C'est courant d'avoir des plaintes pour le bruit. On s'y fait. J'ai pas envie de me prendre la tête. T'en fais pas, Smithy est un type bien. C'est rien. Mais impossible d'éviter le sujet. Bonjour, ça va? Ronnie, je savais pas que t'étais dans le coin. Salut, Smithy. Salut, Bruce. J'ai ton vélo, il est comme neuf. Tu vas pouvoir rouler où tu veux. Combien je te dois? T'inquiète pas pour ça, ça me fait plaisir. Tu pourrais rejoindre notre bande avec Ronnie et moi, surveiller les enfants avec nous. Merci. Au fait, Smithy, Bruce m'a dit que tu faisais beaucoup de bruit. Du bruit? Ouais. T'inquiète pas. En ce moment, je rentre tard du boulot. Je vais faire attention, promis. T'en fais pas. Merci, Smithy. J'osais pas t'en parler. Smithy n'a pas discuté parce que c'est un homme du Sud. Il n'est pas du genre à envoyer les autres balader. Il disait toujours « Ok, pas de problème ». T'inquiète pas. Tiens, voilà ton vélo. Ronnie, à plus tard. Lorsqu'il croise à nouveau la femme de ses rêves, Bruce tente sa chance. Laissez-moi vous aider. Merci, c'est très aimable. Je m'appelle Bruce. Yvette. C'est un joli nom. Vous vivez ici? Au premier. J'espère vous croiser plus souvent. Bruce, navré. Je suis prise. Il a mal interprété sa gentillesse. Il a cru qu'il y avait une ouverture, mais non. Yvette? Je suis patient, vous savez. Elle était heureuse en mariage, donc elle est restée distante. Désolé, mais t'es arrivé trop tard. Lâche l'affaire. Malgré ce rejet, Bruce est déterminé à conquérir Yvette. Il vivait au rez-de-chaussée. Il savait quand quelqu'un entrait dans le bâtiment. Qui sait, peut-être qu'il restait planté sur le pas de sa porte, ou derrière son œil de bœuf, à attendre qu'elle passe. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout. Tout va bien.
Quand une femme dit « non merci, je ne suis pas intéressé », l'homme passe à autre chose. Mais pas lui. Il refusait qu'on lui dise non. Et lorsque Bruce interpelle finalement Yvette, il est surpris de voir qui d'autre l'attend. Ah, salut. Bonjour. Quelle coïncidence. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Viens. Ouais. Cela faisait 20 ans qu'Yvette et Smithy étaient ensemble. Ils étaient mariés depuis 4 ou 5 ans. Ils étaient inséparables. Ils étaient toujours là l'un pour l'autre. Smithy devait avoir 70 ou 80 ans et M. Anderson a dû se dire « Comment c'est possible qu'il ait cette femme et pas moi ?» La jalousie, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et tout à coup, le bruit au-dessus de chez Bruce passe d'agaçant à insoutenable. M. Anderson entendait des choses. Il aurait entendu des ébats sexuels. Ça le rongeait. Il voulait être à la place de Smithy. Anderson était amoureux et ne pouvait pas supporter que ce soit cet homme bien plus âgé qui vive avec Yvette. Il ne comprenait pas pourquoi une jeune femme voudrait d'un vieil homme et pas de lui. Et après une nuit agitée et torturée, Bruce craque. Hé, ça suffit ce bruit. De quoi il parle? Je sais pas. Yvette et Smithy trouvaient son comportement très étrange et ils ont commencé à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus problématique avec Bruce. Yvette et Smithy étaient gentils et lorsque Bruce a commencé à se plaindre, ils ont essayé de s'adapter, en vain. À cause de sa blessure à la hanche, Bruce Anderson ne travaille toujours pas. Il est donc chez lui jour et nuit. Bruce ne cessait d'appeler pour se plaindre du bruit à l'étage. Une fois, j'ai dit à Marie que je pensais qu'il y avait plus que ça. Il en fallait peu pour le faire râler. Au début, c'était des conflits complètement banals, dans un immeuble où les gens vivent côte à côte. Les voisins se disputent, on les entend, les voisins mettent la télé un peu fort, on les entend aussi. Ça fait partie de la vie en appartement. C'est peut-être difficile parfois, car on n'a pas toujours la tranquillité qu'on voudrait. Coucou. Je suis crevé. Yvette et Smithy vivaient au premier étage, juste au-dessus de l'appartement de Bruce, qui avait un mur commun avec l'appartement de Mary Hall. Marie vivait seule, mais son petit ami, Alan Thomas, lui rendait souvent visite. Une ou deux fois par semaine, tout au plus, on entendait du bruit au-dessus. Des portes qui s'ouvrent et se ferment. Quelque chose qu'on traîne par terre, comme une table ou des chaises, mais c'est tout. Je ne pensais pas que c'était si terrible. Et le bon sens voudrait qu'on parle aux personnes concernées et qu'on leur dise que ça nous dérange. Lorsque Mary Hall écoute de la musique, cela ne semble pas déranger Bruce. Le mur de mon salon était commun à son appartement. Mon enceinte et ma télé étaient contre le mur et il ne s'est jamais plaint. Il arrivait que le volume soit assez élevé, mais il n'a jamais tapé dans le mur. Seul le bruit qui vient de chez Yvette et Smithy semble l'importuner. Quand j'ai découvert que Bruce avait dragué Yvette, je me suis dit que c'était une vengeance personnelle, qu'il était vexé qu'elle n'ait pas répondu à ses avances. Anderson se plaignait car il ne pouvait pas conquérir Yvette. Il était amoureux d'elle et il ne savait pas comment faire. Elle n'était pas intéressée. Elle voulait être tranquille. Comme on me l'a dit des milliers de fois, il n'y a personne sur Terre qui puisse plaire à tout le monde. On a tous quelqu'un qui est fait pour nous. Mais il faut chercher cette personne. Bruce n'a pas essayé de trouver quelqu'un. Il était complètement borné. Et il voulait une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Il voyait, entendait et ressentait quelque chose qui n'existait pas. Personne n'aurait pu l'aider parce que c'était dans sa tête. Les problèmes de Bruce avec les femmes empirent lorsque sa sœur quitte leur appartement. Plus le temps passait, plus il était agité avec les gens qui l'entouraient. Elle a dû en avoir ras-le-bol, alors elle est partie. La rumeur disait qu'elle avait peur de lui.
Je pense que même avant toute cette histoire, il était déjà misogyne. Il avait quelque chose contre les femmes. C'était comme un dragon. Il crachait du feu. Un jour, je rentrais des courses. J'essayais d'entrer dans l'immeuble et je l'ai vu arriver. Je me suis dit, super, il va me donner un coup de main. Mais il m'a regardé, a levé les bras, est remonté sur son vélo et il a filé. Quand sa sœur vivait avec lui, il était plutôt calme. Mais quand elle est partie, il a commencé à agir bizarrement et les conflits dans l'immeuble ont commencé. Elle lui apportait de la stabilité, de la compagnie, féminine en plus. Ce sentiment d'abandon a peut-être déclenché sa descente aux enfers. Il était seul, il vivait tout seul. Il n'avait rien à faire, personne à qui parler. Moins de bruit! En plus de toute cette tension, les douleurs à la hanche de Bruce ne cessent d'empirer. Tout ce que je sais, c'est que c'était douloureux et lancinant. Dans ces cas-là, je comprends qu'on ait besoin de tranquillité et de calme. Bruce atteint vite le point de rupture et se rend à l'étage pour dire le fond de sa pensée à Smithy et Yvette. Il harcelait Yvette et Smithy. Smithy n'était pas du genre à dire quand il avait un problème avec quelqu'un. Mais Yvette était à l'opposé. Tu veux quoi? On disait toujours qu'il fallait pas embêter Yvette. T'as perdu ta langue? Vous devez déménager. Non. Toi, tu dois déménager. Ça fait 20 ans qu'on vit ici. On n'ira nulle part. Vous m'empêchez de dormir. On fait pas de bruit. Personne s'est jamais plaint. Tout le dérangeait. Le problème, c'était pas le bruit, c'était de savoir qu'il ne pouvait pas avoir Yvette. Je crois qu'après ça, elle a arrêté de lui ouvrir la porte. Ça lui faisait peur. Smithy, Bruce vient de passer. Yvette l'appelait et disait « Bruce m'a menacé » et il rentrait tout de suite à la maison. En tant qu'époux, il se devait de lui parler, car il refusait que sa femme soit malheureuse à cause de lui. T'as menacé ma femme? N'importe quoi, je l'ai jamais menacé. Smithy descendait et allait voir Bruce. Il lui disait de laisser Yvette tranquille. Pourquoi elle mentirait? Elle a menti. Casse-toi. Impossible. T'es sérieux? Je te parle! J'ai dit casse-toi! C'est quoi ton problème? Il a agressé physiquement ce vieil homme. Et je pense que c'est là qu'il a commencé à vraiment dérailler. Marie, la voisine de Bruce, a tout entendu. Smithy, ça va? Il veut s'en prendre à Yvette, mais il devra me passer dessus d'abord. Smithy m'a dit, je ne laisserai pas faire de mal à Yvette. Sois prudent. Ouais. Je suis sûre que ça a agacé Smithy. Il voulait protéger sa femme. Bruce était beaucoup plus costaud que lui. Ce devait être intimidant. Yvette lui disait « Tu pèses 70 kilos, tu as 78 ans, Bruce est un grand gaillard, c'est dangereux pour toi. » Smithy décide alors de rester sage. Smithy a appelé la police et a dit que Bruce l'avait poussé et avait menacé Yvette. Je l'ai jamais menacé. Jamais. Madame Rivera dit que si. C'est moi qui aurais dû vous appeler. C'est eux qui troublent l'ordre public. Demandez-lui. Curieuse comme je suis allée écouter aux portes. Le policier lui a dit « Vous savez, c'est comme ça quand on vit dans un immeuble. » Monsieur, ça ne suffit pas. J'y crois pas. La police ne voit pas Bruce comme une victime, ce qui le met d'autant plus en colère. Les tensions se sont intensifiées entre Bruce et Yvette et Smithy. Tous les voisins le ressentaient. Yvette et Smithy étaient aimés de tous. Avec tous les conflits dans l'immeuble, les gens se méfiaient de Bruce. Lorsqu'Yvette confie à Dolores Nettles que Bruce l'a draguée, son amie est d'autant plus inquiète. Tu l'as dit à Smithy? Ça va pas la tête? De par mon expérience,
Une femme ne dirait pas cela à son mari pour éviter de créer des problèmes et de jeter de l'huile sur le feu. Yvette ne voulait pas que Smithy se dispute avec Bruce, de peur qu'il ne soit blessé. Je veux pas qu'ils se battent. J'ai un mauvais pressentiment. Appelle la police. On l'a déjà fait. Bien, il faut des traces écrites. Dolores a déconseillé à son ami de le confronter et lui a dit d'appeler la police et de garder une trace écrite de tout ce qui se passait. Le stylo est plus fort que l'épée. S'il arrivait quelque chose, ça pourrait être utile. Parlant du loup, Yvette faisait tout pour éviter M. Anderson. Elle ne voulait pas aggraver la situation. Mais dans le quartier, la seule solution est parfois de prendre le taureau par les cornes. Hé, tu veux quoi? je voulais seulement... Je te conseille de reculer. Du calme. Dégage. On ne sait jamais ce que quelqu'un peut faire. Elle voulait qu'il garde ses distances. Je t'ai dit de laisser ma femme tranquille. Laisse-la. Elle savait comment se défendre, mais elle se sentait menacée. Il s'est approché d'elle de manière déplacée. Bruce s'éloigne une fois de plus, rejeté. Mais cette fois-ci, il veut se venger. Elle m'a fait peur. Et je suis pas un trouillard. Bruce a appelé la police et a dit qu'il avait parlé à Yvette dans la rue et qu'elle avait mis la main dans sa poche, comme si elle avait une arme. Elle est armée. Et il doit l'être aussi. C'est sûr. Il a dit qu'il se sentait très menacé. Si vous voulez que la police vienne, dites que quelqu'un est armé. Ça marche à tous les coups. Mais l'appel de Bruce ne se passe pas comme prévu. Non, pas vraiment. Il a avoué ne jamais avoir vu d'arme. Je ne suis pas surprise que M. Anderson ait menti à la police. C'était un fauteur de troubles, un homme perturbé. Vous m'aidez vraiment pas. C'est pas vrai. Arrêtez! Arrêtez ou je monte! Arrêtez! Arrêtez ou je vais monter! Bruce pensait vraiment être la victime dans l'histoire, que ses voisins d'en haut le torturaient. Il était désespéré. Bruce Anderson ne compte pas rester une victime. Il avait 2 pistolets chez lui. Ce qu'il entendait lui semblait être de plus en plus fort. Et la seule façon pour lui d'arrêter ça, c'était de se débarrasser de la source du bruit. Il y avait vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond chez lui. À cause du comportement inquiétant de Bruce Anderson, tous les habitants de cet immeuble de Harlem marchent sur des œufs. Il n'avait aucun soutien. Sa sœur n'est jamais revenue. Il n'avait ni amis, ni famille, ni compagne. La passion, ça peut très mal tourner, surtout quand il s'agit de quelqu'un comme M. Anderson. Il n'avait aucune compagnie. On ne pouvait pas vraiment savoir ce qu'il se passait dans sa tête. Bruce passe son temps à t'observer. Qui sait de quoi il est capable? Comme quoi? Te violer. J'avais peur pour elle. Je lui disais que M. Anderson pouvait facilement prendre le dessus sur elle. C'est lui qui devrait avoir peur de moi. Elle disait, je me mettrais à crier, je hurlerais, je réveillerais tout l'immeuble. J'ai une grande gueule. Mais Bruce prend Yvette au dépourvu. Toi! Arrête de faire du bruit! On fait pas de bruit, c'est dans ta tête. C'était la goutte d'eau. Yvette en avait ras-le-bol. Tu veux que je fasse du bruit? Je vais en faire. Elle en avait assez de ce harcèlement. Ça rendrait quiconque un peu fou. Au secours! Ferme-la! Ferme-la! Il essaie de nous tuer! Arrête! Ferme-la! Anderson a essayé de frapper Yvette avec sa canne. Il essaie de nous tuer! Arrête! Ferme-la! Il ne pouvait pas l'attraper car elle bougeait. Elle évitait ses coups. J'appelle la police, abruti! Bien. Les éclats de Bruce envers ses voisins passent des menaces à la violence. Et Yvette ne le supporte pas. Monsieur, c'est le 2e signalement contre vous. Je suis curieuse, donc j'ai écouté. Il se plaignait du bruit. Oui, il y avait certainement du bruit la nuit. Mais était-ce si insupportable que ça? J'en doute sincèrement. Elle me hurlait dessus. C'est eux qui font tout ce bruit. Demandez-lui. Je ne sais rien.
Quelque chose lui disait qu'il y avait trop de bruit, mais c'était dans sa tête. Écoutez, si vous n'êtes pas content, déménagez. Moi? C'est une blague? Naturellement, il s'est dit « Pourquoi je devrais partir? C'est pas moi qui fais du bruit. » Monsieur, si vous n'arrivez pas à résoudre ça, il y aura des conséquences. Mais bien sûr. Vous avez fini? Quand Yvette et Smithy ont appelé la police pour signaler le comportement de M. Anderson, ça a changé la donne. Avec la police de leur côté, Smithy et Yvette espèrent que Bruce finira par les laisser tranquilles. Ils ont décidé de continuer de vivre comme avant. Ils savaient que ce n'était pas eux le problème. Mais la police n'a fait qu'aggraver les choses. Il était foudrage. Elle ne voulait pas de lui. Et la police n'était pas dans son camp. Quoi qu'il se passait dans sa tête, ça ne faisait qu'empirer. Il n'avait aucun contrôle dessus. Bruce s'est mis à cogner au plafond. Je l'entendais taper. Arrêtez de faire du bruit! Arrêtez! Yvette en a eu assez. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. Tu fais quoi? Arrête, ça va pas la tête! Non! Arrêtez! 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 Bruce tapait dans le plafond, et eux, ils tapaient par terre. Ils n'auraient pas dû faire ça. Une injustice n'en répare pas une autre. Arrêtez! Arrêtez! Arrête, viens à table! Sors de là! Il est monté et a menacé Smithy. Non, 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 ne sors pas, non. Sors de Il là! faut que ça cesse! J'ai dit non. Il faut que ça cesse une bonne fois pour Sors de toutes! là, vieillard! Non, 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 non. Je vais te casser la gueule! Non, Smithy! C'était terrifiant. Une armoire à glace, folle de rage, essayait de rentrer chez eux. N'y va pas. Allez! Qu'est-ce qui se passe ici? Ils font exprès de taper par terre! Il disait que c'était fait exprès. Donc, visiblement, il se voyait comme une victime. Smithy, Ouais, ça va? oui, ça va. Il est complètement cinglé. Moi, cinglé! Il joue avec mes nerfs! Laisse tomber. Je t'ai dit de sortir de là! Du calme. Calme-toi. Je me calmerai pas! Il était furieux que Ronnie prenne le parti de Smithy. Il ne voulait pas être ami avec M. Ronnie parce qu'il était ami avec son pire ennemi. Je t'attends dehors, Smithy, qu'on en finisse! Il voulait que Smithy descende pour se battre. Il l'a attendu en bas. Bruce Anderson pousse son voisin à bout en martelant la sonnette de l'appartement. Je t'ai dit de descendre maintenant! Ne descends pas. S'il te plaît. Chérie, non. Smithy aurait sûrement aimé pouvoir se battre. Mais il ne faisait pas le poids face à Bruce. Cette sonnette, c'est une vraie corne de brume. Ça rendrait n'importe qui dingue. Le fait qu'ils l'ignorent, ça montre leur résilience. J'aurais pas pu. Tu vas voir. Bruce a tellement appuyé sur la sonnette qu'il a cassé l'interphone. C'était un comportement vraiment compulsif. Anderson était en train de perdre la tête. Il était devenu fou. Les semaines suivantes, l'état de Bruce ne cesse de se détériorer. Il avait une maladie mentale. Il vivait dans le noir. Il restait tout seul. Et sa noirceur était de plus en plus profonde. Il était de plus en plus isolé. Il était déséquilibré. Vous allez bien? Allez-y, entrez. Un ouvrier est venu chez Bruce pour peindre les nouvelles portes coupe-feu qui avaient été installées chez tous les locataires. Mary Hall tombe alors sur son étrange voisin. T'as un problème avec moi? Parce que j'ai pas envie de m'embrouiller. Non, aucun. Je lui ai dit que je le connaissais pas, que j'avais pas de problème avec lui. Il avait l'air de plus en plus agité. Un ouvrier est venu chez lui pour peindre le pan intérieur de sa porte. Il fait noir ici. Son appartement était plongé dans le noir. Je vous éclaire?
Et là, il a allumé la lampe torche de son téléphone portable pour l'éclairer. C'est tout. J'ai dit à Marie, il tourne pas rond. Lorsqu'Yvette Rivera apprend les dernières frasques de Bruce, elle décide de se confier à son mari. Il m'a dragué. Qui t'a dragué? Bruce, Pourquoi tu m'as rien dit? je voulais pas t'inquiéter. Mais il y a de quoi s'inquiéter. Elle s'est sentie obligée de lui en parler, de peur que M. Anderson le dise à M. Smithy et qu'il l'apprenne de manière déplacée. Je suis désolée, il s'est rien passé. Elle ne voulait pas envenimer les choses. Comme n'importe quel homme, il voulait confronter l'agresseur. Ça va? Non, j'en ai marre de lui. Smithy, fais attention! Quand il s'agit de protéger sa femme, rien ne peut arrêter Smithy Hampton. Hé, t'as dragué ma femme? Dégage, papy. Smithy est calme, mais pas effacé. Si on le cherche, on le trouve. Va te faire voir. Je vais te cogner, c'est quoi ton problème? Bruce a menacé de le frapper avec une canne. C'était si tendu que des gens sont sortis de chez eux pour les séparer. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas voir, je vais t'en mettre une. Arrêtez! Tu vas voir. Va te faire voir. Tu perds rien pour attendre. Anderson a vrillé. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il puisse en arriver là. Face à la violence de Bruce Anderson, ses voisins craignent pour la sécurité de Smithy et Yvette. Bruce faisait 2 fois la taille de Smithy. Il aurait pu le mettre au sol en 2 secondes. J'ai vraiment cru qu'il allait les tabasser ici même, dans l'entrée de l'immeuble ou dans la rue. Tout le monde garde maintenant ses distances avec ce voisin versatile. Il ne savait pas contrôler sa violence. Et cette violence ne faisait que s'accentuer. C'était une cocotte minute, prête à exploser. Tout le monde était sur la défensive. C'était lui contre le reste du monde. On l'évitait. Monsieur Anderson n'était pas comme le reste des habitants du quartier. Quand on voit quelqu'un comme ça, on n'a pas envie de s'y frotter. C'était quelqu'un d'imprévisible, qui risquait d'exploser un jour ou l'autre. Alors, il valait mieux le laisser tranquille. C'est le genre de personne qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je le trouvais vraiment bizarre. C'était un peu le vilain petit canard. Au début, il n'a rien fait de particulièrement offensif. Mais il était un peu bizarre, pas très amical. Il ne disait pas bonjour. C'est devenu hors de contrôle. Il aurait fallu faire quelque chose avant que ça dégénère. Rien ne fonctionnait. La situation ne cessait d'empirer. Il se renfermait sur lui-même. Brûlant de ressentiment, Bruce se tourne vers les réseaux sociaux pour épancher sa colère. Quand j'ai vu le profil de Bruce, ça faisait beaucoup à digérer. Des images de bondage et de torture. Il voulait torturer des femmes. Toutes ces femmes ressemblaient à Yvette. Ça m'a mis mal à l'aise. Si elle avait vu ça, elle aurait été terrifiée par Bruce. Mais les images ne sont pas la chose la plus éprouvante sur son profil. Dans une de ses publications, il a partagé un article sur une nouvelle mitrailleuse avec un commentaire troublant. « Tu vas faire quoi quand Monsieur Barge en achètera une ?» Cette publication était presque une prémonition. Sur son profil, M. Anderson donnait un avant-goût de ce qu'il était capable de faire. Smithy et Yvette ne sont pas les seuls à vivre dans la peur. Plus j'en apprenais sur cet homme, plus je le trouvais dangereux. C'était une bombe à retardement. Mais selon la loi, on ne pouvait rien faire tant qu'il n'avait touché à personne. Bruce se nourrissait de la peur des autres. Quand une brute sait que ce qu'elle fait agace, elle continue. Dans l'impasse, le couple tente de vivre le plus silencieusement possible. Ils faisaient très attention. Ils voulaient apaiser les tensions. Ils ont essayé de désamorcer la situation. Ils sont allés voir le syndic, la police. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Cette approche s'avère plutôt payante. Mais ce soir-là, l'imagination de Bruce tourne à plein régime.
Son cerveau l'a convaincu qu'Yvette était amoureuse de lui. Il se voyait avec elle. Il l'imaginait dans ses bras. Même dans ses fantasmes, il reste un obstacle. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas la tête? Il était si irrationnel qu'il n'arrivait pas à distinguer la réalité du fantasme. Sors d'ici! S'il se débarrassait de Smithy, il aurait Yvette pour lui tout seul. Sors! 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 Il frappait au plafond. C'était de la folie. Il prenait un marteau et il tapait au plafond sans s'arrêter. Sors! Sors! Yvette et Smithy ne savaient pas ce qui se passait, c'était terrifiant. On appelle la police? Non, non, ça va aggraver les choses. Ils n'étaient plus tout jeunes. Ils avaient peur de sortir de chez eux, de le croiser ou de devoir se cacher sur le toit. Ils avaient peur, ils étaient en colère, blessés et sûrement sur le point de perdre la tête. Ils étaient pris au piège. Je l'ai très souvent entendu frapper, parfois 2 soirs de suite. Et parfois rien. Et puis ça recommençait. Les gens avaient peur. Les voisins ne voulaient plus sortir de chez eux. Ça atteignait des sommets d'irrationalité. Il était incontrôlable. Il me faisait peur. C'était comme un train qui fonçait tout droit vers la catastrophe. Seulement, on ne savait pas quand ça allait arriver. Le lendemain, les voisins remarquent que Bruce n'a pas pris son vélo pour faire travailler sa hanche. Bruce était réglé comme du papier à musique. Il allait toujours faire un tour de vélo. Il avait un emploi du temps précis. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il a une autre idée en tête. Dès que Smithy rentre chez lui, il met son plan à exécution. Smithy est rentré pour prendre une pause. Il est monté, il a déjeuné et il est redescendu. Et en descendant, quelqu'un l'attendait. C'était prémédité. Il a attendu que Smithy descende. Hé! Je t'ai dit de partir. Toi, pars. Tu vas payer. Bruce l'a confronté. Il l'a frappé au visage. Lâche-moi! Allez, bats-toi. Vas-y, bats-toi. Anderson a pété un câble. Puisque rien n'allait en sa faveur, il s'est dit qu'il allait prendre les choses en main. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Arrête! Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Il me semble qu'il a été poignardé 11 fois. Quand on s'en prend à quelqu'un comme ça, c'est un acte de rage. C'était un crime passionnel. À chaque coup qu'il lui portait, il l'insultait. Puis il a sorti une arme, lui a tiré dans la tête et a pris les clés de Smithy. En entendant le coup de feu, Yvette se précipite au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle devait être terrifiée. Yvette Rivera se précipite chez elle et ferme la porte à clé. Mais elle ignore que Bruce Anderson a pris le trousseau de son mari après l'avoir tué. Bruce a pénétré dans l'appartement d'Yvette. Au secours! On peut enfin être ensemble. Au secours! Non! Il lui a sûrement dit « J'ai tué ton mari, maintenant tu seras avec moi ». Non! Estás loco! Elle a appelé à l'aide, donc il s'est dit qu'elle le rejetait une fois de plus. S'il ne pouvait pas la voir, personne ne pourrait. Les voisins ont appelé la police après avoir entendu les coups de feu. Et Bruce s'est précipité en bas et s'est barricadé chez lui. Merde! Il a tiré dans le mur qu'il a en commun avec l'appartement de Marie.
Par chance, Mary Hall n'est pas chez elle. Elle a fumé une cigarette sur le chemin du retour et a raté son bus. Je n'ai jamais été si content que Marie fume depuis qu'on est ensemble. Si elle n'avait pas fumé cette cigarette, elle aurait été chez elle à 14h50. Et qui sait ce qui aurait pu se passer? Il m'aurait tué. Curieuse comme je suis, je serais sortie de chez moi. La police prend vite l'immeuble d'assaut. Ils ont commencé à sonner à tous les appartements pour que quelqu'un leur ouvre. C'est Bruce qui a répondu. De ma fenêtre, je pouvais l'entendre dire « Venez me chercher ». Le plan de Bruce prend ensuite un tournant toujours plus horrifique. Il a utilisé un combustible pour mettre feu à son appartement. Il voulait partir sur un coup d'éclat. Il ne voulait pas aller en prison. Il leur a ouvert. Et ils ont vu Smithy par terre, dans une mare de sang. Et de la fumée qui se dégageait sous la porte, juste à côté. Il y avait de la fumée dans tout l'immeuble. La police sort le corps de Smithy, tandis que Bruce s'enferme dans sa salle de bain. La police et les secours sont venus. Il y avait une centaine de personnels d'urgence qui essayaient de trouver une solution. C'était une situation très dangereuse. L'immeuble était en flammes et les pompiers ne pouvaient pas entrer car il y avait un tireur actif. On se serait cru dans un film. Les pompiers se feraient un chemin par l'arrière de l'immeuble. La police est montée au premier et a trouvé Yvette par terre, une balle dans la tête et une balle dans le cou. En entrant dans l'appartement de Bruce, les secouristes font une autre découverte macabre. Il était dans sa baignoire, une balle dans la tête. On l'a vu être transporté dans la rue et chargé dans une ambulance. Ils ont essayé de le sauver, mais il s'est tiré une balle dans la tête. C'était trop tard. Un journaliste nous a dit qu'il y avait 3 morts. Marie s'est effondrée en larmes. Hampton Smith, Dee Smithy et Yvette Rivera sont déclarés morts à l'hôpital, laissant leurs familles et leurs amis endeuillés. Quand on est arrivé dans le quartier, ils m'ont empêché d'avancer. J'étais sur le trottoir et quelqu'un m'a dit que Smithy avait été tué. J'ai tout de suite su que c'était Bruce, parce que personne d'autre n'aurait pu faire de mal à Smithy. On prend toutes ces petites choses pour acquises, tout ce qu'il faisait pour nous. Mais tout ça, on l'a perdu. C'était une situation tellement triste. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver ici, surtout à des gens que j'appréciais. C'était vraiment irréel. J'ai cru qu'on était au beau milieu d'un tournage, mais c'était trop réaliste. Quand on est arrivé sur la 132e, il y avait des camions de pompiers partout. J'ai vu au moins 3 ambulances et les unités d'urgence. Notre pâté de maison était bouclé. Il y avait des agents avec des boucliers par balles. J'ai même vu un policier avec un masque à oxygène. C'était très impressionnant. Ce quartier tranquille, où il ne se passait jamais rien, était devenu la scène d'un double homicide et était pris d'assaut par la police. Les ravages qu'un esprit malade a pu causer, un esprit malade qui a détruit tellement de vies. Comment peut-on tuer 2 personnes juste pour du bruit? Tuer une femme juste parce qu'elle ne veut pas de vous? On ne tue pas quelqu'un parce qu'il n'est pas intéressé par vous. Je vais te cogner. C'est quoi ton problème? Il était dérangé. Et apparemment, personne n'a jamais creusé dans son passé pour savoir qui il était vraiment. Je t'ai dit de partir. Toi, pars! Tu vas payer! Je t'avais prévenu! Bruce pensait que le monde entier était contre lui. Yvette ne voulait pas de lui, Smithy ne s'est jamais dégonflé. Il était furieux. Il ne pouvait plus les supporter tous les deux. Il s'en est d'abord pris à lui, puis il s'en est pris à elle.
Il a éliminé celle qui lui plaisait et son rival. Il a tué 2 personnes que tout le monde adorait. Ils étaient aimants et aimés. Si Smithy vous croisait et que vous aviez un souci, il vous proposait son aide. C'était surtout difficile pour les amis d'Yvette et Smithy, qui devaient continuer de vivre dans l'immeuble où cette tragédie a eu lieu. Le quartier s'est uni. Les gens ont donné de l'argent pour ses funérailles. La semaine dernière, j'ai demandé à M. Ronnie comment il allait. Il m'a dit « Mon ami me manque ». J'ai répondu « À moi aussi ». On se reconstruit petit à petit. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Viens. Ouais.